pour notre dernière présentation ce soir, je vous présente Justine, qui est présentement étudiante au doctorat en recherche et intervention en neuropsy à l'UQTR. Elle s'intéresse beaucoup aux composantes cognitives et émotionnelles du cerveau et sa thèse doctorale porte sur les conséquences des expériences traumatiques sur la santé cognitive des personnes réfugiées. Elle est également ancienne présentatrice à Bristol Brain. Donc, voilà. Donc, depuis maintenant près de 1 an, on entend parler des atrocités qui se passent en Ukraine, où qu'il y a des millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur pays, étant donné la guerre. Malheureusement, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas un cas isolé. Il y a à travers le monde plusieurs conflits qui mènent des gens à devoir fuir les frontières de leur pays pour tenter de trouver la sécurité. On peut penser plus récemment à ce qui s'est passé en Iran, en Afghanistan, ou même à des conflits qui perdurent depuis plus de 10 ans, comme en Syrie, en République démocratique du Congo ou au Myanmar. On peut qualifier ce phénomène-là de crise migratoire, puisqu'il y a vraiment eu une augmentation du nombre de personnes qui sont forcées de fuir leur pays depuis les 10 dernières années. Quand une personne fuit son pays pour tenter de trouver la sécurité, on l'appelle une personne réfugiée. Mais c'est quoi exactement une personne réfugiée? En fait, c'est un type d'immigrant, mais qui n'a pas choisi de quitter son pays. En fait, il y a vraiment la notion qui a été forcée de fuir. Et parfois, les personnes, en fuyant leur pays, ils traversent à pied la frontière de leur pays pour aller dans un pays voisin. Ils sont parfois accueillis dans des camps de réfugiés par l'ONU, mais la plupart du temps, ils vont être accueillis par la communauté voisine. Malheureusement, les pays voisins aux pays en guerre sont souvent en conflit aussi, ils ont peu de ressources économiques, ils n'ont pas d'opportunités d'emploi pour les personnes qui arrivent. Donc, à cause de ça, il y a l'ONU qui va réinstaller des personnes réfugiées dans un tierce pays. Donc, par exemple, le Canada, nous, on est un exemple de pays qui va accueillir des réfugiés qui étaient déjà dans un pays quand ils avaient fui. Donc, c'est pour ça qu'au Canada, on a des personnes réfugiées, même si on n'est pas à la frontière d'un pays en guerre. Les personnes réfugiées, lorsqu'ils doivent fuir leur pays, ils ont vécu beaucoup d'événements extrêmement difficiles, comme par exemple, il y en a qui ont vécu la guerre, des persécutions, des menaces de mort. Il y en a qui ont été témoins devant leurs yeux de leur famille qui se faisaient assassiner, des membres de leur famille qui sont kidnappés, et ils doivent tous fuir dans des conditions qui sont dangereuses. Souvent, ils doivent trouver des façons irrégulières de traverser les frontières et ils sont en danger de mort. Donc, étant donné ce danger-là de mort qui court, on appelle ça des événements traumatiques, tous les événements qu'ils vont vivre. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, les difficultés qu'ils vont vivre. Une fois arrivés au pays d'accueil, ils vont encore vivre plusieurs difficultés, comme par exemple les différences culturelles. Donc, ils vont avoir une nouvelle langue à apprendre, une nouvelle culture, des nouveaux codes sociaux. Ils vont également souvent perdre leur statut social qu'il y avait dans leur pays. Donc, par exemple, quelqu'un qui était dentiste en Iran va arriver ici puis il ne pourra pas pratiquer. Donc, ils doivent tous refaire leur équivalence. Puis, ils vont vivre souvent beaucoup d'inquiétudes par rapport à leur pays. Parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas choisi de quitter leur pays. Ils ont été forcés de fuir, mais ils vont être inquiets pour le sort de leur nation et tous les membres de leur famille qui sont restés aussi là-bas. Donc, je pense que ça ne vous étonnera pas si je vous dis que ça peut affecter leur santé mentale, tous les événements qui leur arrivent. Notamment, on peut penser à de la dépression, de l'anxiété, mais il y a également un trouble là, qui est quand même assez prévalent chez cette population-là, et c'est le trouble de stress post-traumatique. Gabrielle, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais je vais vous faire un petit résumé. Là. En fait, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble de santé mentale qui survient après avoir été exposé à un événement traumatique. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes? Ils vont avoir des fameux flashbacks, donc de la reviviscence des événements traumatiques qu'ils ont vécus. Ils vont également tenter d'éviter les lieux qui leur rappellent le traumatisme. Ils vont aussi éviter de penser aux événements. Puis, ils vont également être hyper réactifs à certains stimuli. Donc, s'il y a quelque chose qui leur rappelle l'événement, ça peut vraiment faire une grosse crise d'anxiété. Comme par exemple, un avion qui passe dans le ciel, et si ça leur rappelle un avion qui faisait tomber des bombes, bien là, ils vont avoir une grosse crise d'anxiété. Chez les personnes réfugiées, c'est prévalent de 20 à 50 ce qui est beaucoup plus que la population normale.
Donc, en plus de la santé mentale que ça peut affecter, le fait de vivre des expériences traumatiques, ça peut également affecter un autre type de santé, qui est la santé cognitive. Donc, la santé des fonctions de notre cerveau qui nous permet d'apprendre. On peut penser à l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à l'impact des traumatismes sur la santé cognitive. Pour ma première étude, qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis intéressée à un type particulier de fonction cognitive, qui est la mémoire autobiographique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma première étude de thèse, que j'ai terminé la collecte de données, puis que je suis en train de rédiger l'article. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la mémoire autobiographique? En fait, on peut imaginer que dans notre cerveau, on a un livre qui est comme notre autobiographie. Donc, si on ouvre les pages, on peut voir les événements personnels qu'on a vécus avec, par exemple, des détails comme la date, avec qui on était, comment on se sentait pendant l'événement, etc. Quelqu'un qui aurait vraiment des bonnes capacités de mémoire autobiographique, si on ouvre son livre, on pourrait voir plein de détails. Par exemple, on pourrait lire à la date du 8 mars que c'était son anniversaire, il a vraiment passé un beau moment, il était avec tous ses amis, il serait tout capable de les nommer. Il se rappelle son gâteau qui était à la vanille avec une crème aux fraises, puis les bougies sentaient bon. Donc, vous voyez, la personne elle serait capable de rappeler plein de détails. Quelqu'un d'autre, on pourrait ouvrir l'autobiographie dans sa tête et on verrait des événements qui sont un peu moins précis. Cette personne-là pourrait rappeler des événements plus généraux, comme par exemple, elle se rappellerait de son parcours universitaire par le fait qu'elle allait souvent étudier dans des cafés, qu'elle allait s'entraîner, puis qu'elle a plutôt aimé ça, être étudiante en psychologie. Donc, vous voyez que dans un cas, il y a plus de détails que d'autres. Puis, il y a un modèle cognitif qui a été inventé pour essayer d'expliquer pourquoi il y a des gens qui ont plus de difficultés à se rappeler de souvenirs précis. Donc, le modèle d'accès en mémoire autobiographique, il mentionne que ça fonctionne un peu comme une entonnoir. Et puis, les gens qui ont des meilleures capacités de mémoire autobiographique, eh bien, ils rappellent les détails précis de leurs souvenirs, comme je vous ai dit, la date, avec qui ils étaient, qu'est-ce que ça sentait, comment ils se sentaient personnellement. Alors que les gens qui ont des moins bonnes capacités de mémoire autobiographique, c'est plus difficile de creuser sur le bout de l'entonnoir. Donc, ils rappellent des détails plus généraux, par exemple des périodes de vie qui ont duré plus de 24 heures ou qui sont arrivées plusieurs fois. Pourquoi ce modèle-là est intéressant? C'est qu'il permet d'expliquer pourquoi certaines personnes qui ont des troubles de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété ou le trouble de stress post-traumatique, ont des difficultés en mémoire autobiographique. En fait, le modèle explique que c'est comme si ça vient boucher le bout de l'entonnoir. Ça fait en sorte que les personnes, quand ils essaient de se rappeler d'un souvenir, ils vont seulement se rappeler des détails plus généraux d'événements. Ils ne réussiront pas à rappeler des détails précis. Donc, moi, pourquoi j'ai mesuré ça auprès de personnes réfugiées? En fait, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, ils vivent des événements traumatiques, donc ils peuvent avoir un trouble de stress post-traumatique, et donc ça peut impacter leur mémoire autobiographique. Et pourtant, cette fonction-là est extrêmement importante pour les personnes, surtout quand ils font des demandes d'aide. Donc, on peut penser aux personnes qui arrivent au Québec et qui font une demande d'asile, donc une demande de statut de réfugié. Ils doivent raconter en détail tous les événements qu'ils ont vécus, et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils peuvent accéder à la résidence permanente, sinon ils vont être retournés dans leur pays ou même emprisonnés. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement importante et qui pourrait être affectée chez les personnes réfugiées. Donc, c'est pourquoi j'ai mesuré chez 27 participants réfugiés le niveau de symptômes de stress post-traumatique qu'ils avaient avec un questionnaire qui était adapté aux populations réfugiées. Et puis, j'ai également mesuré leur capacité de mémoire autobiographique. Donc, j'ai fait une étude qui est observationnelle, donc je suis vraiment à regarder le lien entre les deux variables. Je ne regarde pas de cause à effet, mais je vois s'il y a une relation entre les deux variables. Peut-être que vous vous demandez comment j'ai fait pour mesurer la mémoire autobiographique, parce que je n'ai pas regardé dans la tête des gens pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur autobiographie. J'ai utilisé une technique un peu plus douce. En fait, j'ai utilisé une tâche qui est souvent utilisée dans les études pour mesurer cette fonction cognitive-là, qui consiste à demander aux participants de raconter des souvenirs en lien avec un mot-clé. Et puis là, je leur explique que les souvenirs qu'ils me racontent, il faut qu'ils soient le plus précis possible. Donc, il faut que ça dure moins de 24 heures, que ça allait arriver dans un temps précis et un lieu précis. Et je leur donne un exemple, comme par exemple celui de l'anniversaire. Je leur donne aussi un exemple de ce qui n'est pas un souvenir précis, comme par exemple celui de la période qu'on est à l'université. Et puis, je leur présente 10 mots-clés. La moitié sont positifs, la moitié sont négatifs. Ça, c'est pour pouvoir voir est-ce qu'il y a un effet sur la mémoire des souvenirs positifs et des souvenirs négatifs. Et ensuite, moi, de mon côté, j'analyse chaque souvenir qu'ils m'ont dit et je regarde à quel point ils m'ont donné des détails qui étaient précis
sur le ratio des détails total qu'ils m'ont donné. Donc, les détails qui étaient non précis et les détails précis. J'ai rencontré 27 participants qui venaient d'un petit peu partout à travers le monde, et qui étaient tous et toutes réfugiés ou demandeurs d'asile au Québec. Donc, j'étais quand même assez fière de voir que j'avais une bonne étendue de personnes qui venaient d'un peu partout. Puis, j'ai réalisé, là, après avoir recruté tous mes participants, que j'avais 2 groupes de participants dans mon échantillon. En fait, le premier groupe, c'était davantage des réfugiés de guerre qui avaient fui à pied leurs frontières et qui étaient installés dans un camp de réfugiés. Puis, l'ONU les avait réinstallés au Québec. La plupart des gens étaient réfugiés d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient dans ce groupe-là. Dans le deuxième groupe, c'était davantage des gens qui avaient fui la persécution et les menaces de mort. Puis ces gens-là sont venus par eux-mêmes en avion aux États-Unis et ensuite ils ont traversé en taxi par le fameux chemin Roxham, qui est le chemin de passage là, pour rentrer au Québec pour les personnes qui veulent faire une demande d'asile. Donc ces gens-là, la plupart n'avaient pas encore leur statut de réfugié, ils étaient encore en train de faire leur demande. Et la plupart venaient d'Amérique du Sud. Donc vous voyez que c'était assez hétérogène, ma population. Donc j'ai décidé de faire mes analyses séparément selon les 2 groupes, puisque je trouvais que c'était un peu trop différent pour toutes les mettre dans le même bateau. Donc maintenant, je vais vous présenter mes résultats. Comme je vous ai dit, je regarde le lien entre les symptômes de stress post-traumatique et les capacités de mémoire autobiographique. Je vais vous présenter seulement les résultats pour les souvenirs qui étaient négatifs. Donc, je vous ai montré qu'il y avait 5 mots-clés négatifs et 5 mots-clés positifs, puisque je peux vous dire d'avance qu'il n'y avait aucun résultat qui était significatif pour les souvenirs positifs. Puis, comme je vous ai dit, je vous présente les résultats selon les 2 groupes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les réfugiés qui n'avaient pas été exposés à la guerre? Donc, ça, c'est le groupe qui avait fui pour les persécutions et les menaces de mort. En fait, la relation allait dans le sens de ce que je vous ai présenté au début. Plus qu'il y avait des symptômes de stress post-traumatique, bien, moins bonne était leur capacité de mémoire autobiographique, ce qui fait vraiment du sens avec le modèle que je vous ai présenté, où que ça vient boucher le bout de l'entonnoir et ça fait en sorte que les gens rappellent davantage des souvenirs généraux parce qu'ils essaient d'éviter de se rappeler les éléments négatifs. Ça fait du sens avec la théorie, mais je réinvente rien en présentant ça parce qu'il y a déjà un modèle qui a été inventé et qui explique ça déjà. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai obtenu comme résultat, c'est pour l'autre groupe, qui était le groupe des réfugiés qui avaient été exposés à la guerre, donc à de multiples traumatismes extrêmement violents et répétés. Et ce groupe-là, je vous laisse la chance de regarder ce résultat qui est très surprenant. On voit que c'est totalement l'inverse de ce que j'ai obtenu dans l'autre groupe. Donc ici, plus les gens avaient de symptômes de stress post-traumatique, eh bien meilleure était leur capacité de mémoire autobiographique. J'ai été étonnée de voir ça parce que c'était vraiment le contraire de ce que j'avais lu dans le modèle théorique. En fait, j'ai essayé d'expliquer les résultats et c'est ce que je travaille encore dans la rédaction de ma discussion d'article. Mais on pourrait penser que le fait d'avoir vécu de nombreux événements traumatiques répétés a créé un schéma négatif du soi chez les personnes qui fait en sorte qu'ils vont avoir des meilleures capacités à se rappeler des souvenirs négatifs. Parce qu'on se rappelle que les résultats sont seulement significatifs pour les souvenirs négatifs. Donc, pour conclure, c'est sûr qu'on peut expliquer cette différence-là par le fait que certains ont vécu des traumatismes de guerre et d'autres non. Mais je laisse quand même une porte ouverte au fait que ça se peut très bien que ce soit également pour des différences culturelles, étant donné que, comme je vous ai présenté, les 2 groupes venaient pas du tout, même pas du même continent. Donc, on peut penser que dans certaines cultures, la mémoire autobiographique peut ne pas avoir la même importance que dans une autre culture. Donc, par exemple, dans les cultures qui sont plus orientales, la mémoire autobiographique, c'est moins valorisé qu'elle soit très précise parce qu'on valorise plus la collectivité. Donc, dans ces cas-là, les gens qui ont une meilleure mémoire autobiographique, eh bien, ils vont plus vivre des troubles de santé mentale. Donc, je laisse la porte ouverte à ça dans mes résultats, puis j'espère que les études qui auront un plus gros échantillon vont permettre là, de venir démystifier ça. Puis, juste avant de terminer, c'est pas en lien avec mon étude, mais tant qu'à avoir une tribune, j'aime ça parler un petit peu de certaines considérations en lien avec les personnes réfugiées, parce que là, je viens de vous dire que, vu qu'ils ont vécu des événements traumatiques, ils peuvent avoir des difficultés cognitives, mais en aucun cas, je vais affirmer qu'ils vont être un fardeau pour la société à cause de leurs difficultés cognitives. Donc, en effet, les statistiques montrent tout le contraire. C'est des personnes qui sont extrêmement résilientes, puis, en fait, le taux de chômage est le même chez les Canadiens nés que chez les personnes réfugiées. Donc, c'est pas vrai qu'ils arrivent ici puis qu'ils font rien. Après 5 ans qu'ils sont ici, là, ils ont tous des emplois, là, puis ils contribuent beaucoup à la société. Et puis, le taux de diplomation est même plus élevé chez les personnes réfugiées.
Donc, c'est des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent s'intégrer beaucoup. Puis depuis que je suis sur la scène, là, il y a 400 personnes à travers le monde qui ont été forcées de fuir leur pays pour trouver la sécurité, d'où l'urgence de venir en aide aux personnes réfugiées. Puis, si vous voulez faire une petite action, là, il y a beaucoup d'organismes bénévoles qui s'occupent de l'intégration des personnes réfugiées, comme le SANA Trois-Rivières. Puis, sinon, si vous voulez faire ça dans le confort de votre salon, il y a plusieurs pages qu'on peut suivre sur Instagram, sur Facebook, comme la page de l'ONU sur l'organisme des réfugiés, qui permet de rester là, sensibilisé à tout ce qui se passe à travers le monde pour ne pas oublier là, tout ce que les personnes réfugiées vivent à tous les jours. Donc, merci beaucoup. Oui, bien, tout à fait. Mais juste pour rectifier, c'est après 5 ans de leur arrivée, juste pour pas non plus leur mettre une pression trop intense. Quand ils arrivent, il faut qu'ils apprennent la langue avant de pouvoir travailler. Mais en fait, moi, par mon expérience personnelle, je trouve que ce qui aide le plus les gens, c'est à être sensibilisés à leur cause, c'est de s'intégrer dans des organismes bénévoles. Mais c'est sûr que c'est pas non plus notre mononcle raciste qui aura envie de faire ça. Mais le fait d'organiser des activités par la ville, des activités, par exemple, que les gens sont dans des parcs, puis qui vont côtoyer les gens un peu par hasard, ou je pense que ça peut permettre à la communauté de se rencontrer puis de réaliser qu'il n'y a pas tant de différence que ça, puis que les gens, au final, on est tous humains, puis je pense que c'est ça, c'est vraiment d'organiser des activités d'inclusion sociale là, qui réunissent toute la population ensemble. Oui. Oui, en fait, c'était volontaire que je ne les ai pas inclus. Au départ, je voulais vraiment cibler aux réfugiés de guerre, qui était mon groupe, que je vous ai montré les résultats qui m'ont le plus surpris. Mais parce que c'était tellement difficile de recruter, j'ai élargi également aux réfugiés plus qu'on dit comme politiques. Mais à cause, j'ai quand même pas élargi jusqu'aux réfugiés climatiques. Il y a moins d'études qui ont été faites là-dessus. C'est un phénomène qui est plus récent, mais j'imagine que dans le futur, il va y en avoir plus d'études. Mais malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus là-dessus. Oui, bien, enfin, la question, c'est pourquoi qu'il y a quand même plus de la moitié des personnes réfugiées, malgré toutes les expériences traumatiques qu'ils vivent, pourquoi il y en a qui ne développent pas le trouble de stress post-traumatique. Puis ça reste encore un sujet qui est de beaucoup d'intérêt en recherche, puis il y a des modèles qui essaient d'expliquer qu'est-ce qui cause quoi, puis il y en a notamment qui essaient d'expliquer ça avec la mémoire autobiographique, en disant que les gens qui ont des meilleures capacités de mémoire autobiographique, ça va être un facteur de protection pour le trouble de stress post-traumatique. Fait comme je disais, moi, mon étude, c'est observationnel. Donc, je te montre la relation de deux variables, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est cause à effet. Donc, est-ce que c'est le trouble de stress post-traumatique qui occasionne une diminution de la spécificité en mémoire ou c'est le contraire? Même mon étude a montré que ça peut être le contraire chez certains groupes de réfugiés, mais ça reste un questionnement que plusieurs chercheurs se posent encore, à voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a qui ne le causent pas. Il y en a certains qui disent que c'est le style de raisonnement un peu... les gens qui ont un raisonnement un petit peu plus concret et moins émotionnel vont moins développer un trouble de ce genre-là. Mais c'est difficile à faire les études là-dessus. Là. Il y en a qui font sur des jumeaux, qu'il y a un jumeau qui serait allé à la guerre, deux jumeaux qui seraient allés à la guerre, un qui a développé et pas l'autre. Donc, essayer de voir. Mais c'est difficile à venir isoler comme variable. Oui.
Ouais, dans mon étude, comment je m'y suis pris, c'était vraiment avec le nombre de différents types d'événements traumatiques qu'ils ont vécu. Donc, c'est une échelle qui allait de 0 à 28. 0 étant, j'ai vécu aucun type d'expérience traumatique, puis 28, j'ai vécu 28 types différents. Mais par exemple, s'ils ont vu ses 2 parents se faire assassiner devant leurs yeux, ça coterait pour 1 dans cette échelle-là. Donc moi, je trouve que c'est une critique de l'échelle parce que ça ne considère pas de la violence de chacun des traumatismes. Moi, je trouve qu'une échelle devrait être inventée qui coterait, par exemple, pour 5 pour un événement comme ça, alors que le fait de se faire piller et voler, ça pourrait compter pour 1. Mais c'est une très bonne intervention, puis c'était une critique d'un des instruments que j'ai utilisé justement. Merci, Justine.